Au programme, patrimoine et arts urbains. Nous allons en parler tout au long de la journée, mais avant cela, je vous propose de revenir sur la journée d'hier. Une petite synthèse. Alors une synthèse, comme ça, en cours de colloque, c'est toujours un exercice particulier, il n'est jamais exhaustif, et puis il est toujours situé. Situé pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, je suis située comme étant une personne non artiste et n'évoluant pas au quotidien dans le monde de la culture. Donc peut-être que pour celles et ceux qui étaient là hier, vous aurez relevé, peut-être que vous aurez l'impression qu'il manque des éléments importants, mais ensemble, on peut construire eh bien les relevés de ces propos de ces deux journées. Nous avons, me semble-t-il, hier fait œuvre d'exploration à l'occasion des deux conversations de notre après-midi, sur les arts de la rue, puis sur les arts plastiques. Exploration de ce que peuvent être les espaces publics, exploration de l'idée d'œuvre. Exploration de l'espace public d'abord. Ce terreau, on a beaucoup utilisé la métaphore du jardin, de la culture, ce terreau qui peut être fragile, volcanique, comme l'a qualifié Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie Le Ballon Vert. Ce terreau donc est tout sauf une page blanche, ou une toile vierge. Pour l'explorer, pour le révéler, premier élément important à mon sens, il faut s'entourer d'autres regards, d'autres lectures de cet espace public. Et c'est ce que fait notamment le réseau In Situ en se rapprochant du monde académique. C'est aussi le chemin qu'emprunte le G-Bistaki, comme l'a évoqué Florent Bergal, avec leur projet de laboratoire, d'assemblée poétique. Il faut se laisser contaminer, dira-t-il. Ce chemin de la révélation des espaces publics, c'est un déplacement de l'être, du regard, du corps, a souligné Gwenola David, directrice générale d'Arsena. Ce déplacement, il est physique, il s'agit d'arpenter les lieux, de prendre ce temps, à l'image du processus brestois, présenté, décrit par Caroline Raffin, directrice du Fourneau. Arpenter et se poser des questions qui sont a priori simples. C'est un déplacement alors de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se joue ici et maintenant? Alors ce faisant, grâce au sillon dans l'ancrage du réel, les mondes peuvent se démultiplier, l'espace public se déplie, ces interstices, ces interfaces prennent alors une nouvelle lumière et on peut composer avec lui. Anne Le Goff, directrice de l'atelier 231, parlera de constellation et Florent Bergal de chaos, belles images qui nous tourne vers les cieux. Et rassurons-nous, le chaos n'a rien d'effrayant, parce qu'en lui réside l'ensemble des éléments qui, le moment venu, donnent naissance au monde, une œuvre finalement qui doit être commune. Ça aussi, ça a été dit, une œuvre commune. Si l'on parle de création de monde, on parle alors de matière, justement la matière. Une exploration hier de l'idée d'œuvre aussi. Il y a un jeu de miroir, ça a été dit, qui peut se mettre en place quand l'espace est apprécié, compris. Des portraits en résonance peuvent s'esquisser comme un jeu, le moi de l'artiste, le moi du spectateur. L'artiste apporte un matériau, dit Florent Bergal, et judicieusement travaillé dans un environnement, un espace public surgit, l'œuvre. Non pas comme un absolu, une fin en soi, mais comme un processus, tel qu'a pu le dire Laure Delamotte-Legrand, artiste plasticienne et scénographe. À partir du célèbre exemple rouennais de Camille et du pont Boieldieu, l'œuvre existe par son installation, le temps de l'installation, par sa traversée, par la mémoire à la fois singulière et collective qu'elle laisse comme trace, par la légende qui fait le récit d'un espace-temps partagé et transformé. Cette œuvre dans l'espace public, elle doit aussi en quelque sorte créer du temps, le temps que l'on s'y arrête. On, c'est le citoyen, ou pouvoir plus large à mon sens, les gens, les populations, les publics. On a insisté là-dessus, les publics. Karine Chevalier, cueilleuse d'histoire, l'a montré. Il faut provoquer ce temps de l'observation intime, de proximité, en confiance, pour que l'œuvre existe vraiment, c'est-à-dire qu'elle fasse sens et qu'elle se révèle aux yeux qui l'entourent. Cette œuvre dans l'espace public, elle naît aussi, surtout par la rencontre. Amélie Clément l'a beaucoup dit. Ce point qui peut être frottement, confrontation, mais qui met en dialogue surtout, qui met en mouvement les perceptions. Alice Baude le dira autrement hier, être habité par l'espace et le rendre habitable. C'est sans doute l'une des dimensions de la poésie, combustible qu'elle répand pour ensemencer les mondes.
Ces explorations de l'espace public et de l'œuvre, c'est une trajectoire du faire ensemble. Et faire ensemble, justement, c'est, je crois, la clé de voûte d'une capitale européenne de la culture. Et ces explorations en sont des socles essentiels. C'est ce que nous avons appris avec l'artiste et compositeur Pierre Sauvageau. Dépassant le prisme des critères et des questions auxquelles le jury européen doit trouver réponse dans le fameux Big Book, Pierre Sauvageau a été pour nous un éclaireur. La candidature doit avoir de la chair. Elle doit à la fois s'appuyer sur une mobilisation réelle des acteurs et des dynamiques locales. Elle doit avoir une ligne directrice tout en étant transversale. Parfois, injonction contradictoire, dira-t-il aussi. Elle n'est pas, cette candidature, une équation qui additionne. Elle est une équation qui ose, qui crée, qui invente, propose un récit qui se traduit, prend corps à la fois dans la stratégie, la programmation, la gouvernance et les temps du projet. Pierre Sauvageau a aussi mis les pieds dans le plat, vous l'avez entendu. Chacun, chacune, artiste, structure, élu, voit bien désormais où se situent les points de vigilance. J'en rappelle quelques-uns. Pour les élus, un portage fort, une implication fondamentale et du lâcher-prise. Pour les structures, création hors des logiques de rallonge budgétaire. Et pour les artistes, il ne s'agit pas seulement de poser une œuvre à l'occasion de ces capitales européennes, mais de s'ancrer dans des approches contextualisées. Finalement, il faut, avec cette candidature, faire de la culture une idée neuve en Europe. Mais quelle Europe ? Quelques siècles, du berceau aux empires, en passant par les guerres et les marchés communs, ces quelques siècles passés au crible de la psychanalyse par Laurent Petit de la NPU, nous a montré la complexité de l'exercice. Pour autant, hier, tout n'a pas été dit. Les discussions ont, semble-t-il, rendu palpables les possibles d'une candidature de corps et d'âme, mais des questions restent à explorer. Au hasard, le patrimoine dans l'espace public, au hasard, les arts urbains, que peuvent-ils nous raconter, que peuvent-ils inventer? Et c'est le menu du jour, avec une première table ronde, patrimoine, fertiliser des sédiments bien vivants. Vous savez que le patrimoine, c'est l'esprit des lieux, qu'il se nourrit des vivants, qui les habitent, du patrimoine de la grande histoire avec ce grand H qu'aime tant la France, mais aussi les petites histoires, celles qui naissent souvent avec les gens qui habitent là, les populations locales. Et ce sont ces histoires, la grande et la petite, qui font un récit des lieux. Et ce patrimoine pluriel, choral, comment le mettre en résonance avec les temps, les géographies, les gens? On va en parler dans une première séquence animée par Thomas Malgras, chef de projet Rouen-Normandie 2028, que j'invite à venir prendre place ici. Vous allez nous présenter vos invités et puis évidemment, il y aura un temps de questions-réponses. Donc à tout de suite et bon suivi des échanges. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Rebecca pour cette synthèse magnifique qui a bien résumé tout ce qu'on a vécu depuis 2 jours. J'invite Benoît Elliot et Fabrice de Perrois à me rejoindre. Ce matin, sur cette table patrimoine, on va vraiment être sur une table de locaux de l'étape. On va être sur une discussion très sottevillaise. Et je pense que ça a beaucoup de sens ce matin, ici à l'atelier 231, de aussi recontextualiser par rapport à ce patrimoine et à cette architecture et à cet ensemble urbain qui nous entoure et dans lequel on va se plonger ce matin. Alors, je vais commencer par toi, Benoît. Je suis très heureux de te retrouver ce matin. Une fois de plus, et comme souvent, là où je ne m'attends jamais à te retrouver. C'est un peu la particularité de notre histoire commune. Je dis une fois de plus parce que, en fait, on a pas mal de choses en commun. On est tous les deux historiens de formation, même si sans doute pour toi c'était il y a plus longtemps. Et merci. Je t'en prie. Et on a tous les deux l'histoire et l'architecture comme passion, la reconstruction aussi qui nous a réunis un certain temps comme un thème commun, et on va en parler ce matin beaucoup. Et puis l'espace public aussi qu'on a en commun comme terrain de jeu. Et puis jamais où je m'attends à te retrouver, puisqu'à chaque fois que je te retrouve, c'est avec une casquette différente. Je ne sais pas comment c'est possible. À la fois designer graphique, professionnel de la communication, auprès notamment de nombreuses collectivités publiques. J'en profite pour souligner que tu es
le designer de notre logo Rouen Normandie 2028, de notre candidature. Et je t'en remercie parce qu'il a beaucoup de succès, ce logo. Tu es photographe aussi, éditeur. Tu as créé et co-géré les très célèbres éditions Point de Vue, à qui on doit un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire et le patrimoine en Normandie notamment. Et puis auteur aussi, et c'est pour cette casquette-là qu'on a souhaité t'inviter ce matin. Une casquette, je l'ai dit tout à l'heure, de local de l'étape, puisque tu as publié un ouvrage très connu ici à Sotteville qui s'appelle Sotteville, la place publique, chez Octopus, avec Daniel Andrieux, Meftali Siri, Régis Sénécal. Et un ouvrage qui retrace l'histoire architecturale et urbaine de Sotteville-les-Rouen, passé en quelques décennies du simple village agricole à la 3e commune de Seine-Maritime. On a parlé beaucoup des 2 autres hier. Et cette histoire urbaine, elle s'inscrit à la fois dans la grande histoire, celle des villes sinistrées, reconstruites, cette grande histoire de la reconstruction en Vallée de Seine et de la modernité de l'architecture du XXe siècle, celle de Le Corbusier, Denis Meyer, de Perret, pour qui on a une passion commune, de la Charte d'Athènes aussi, tu nous en parleras, il y a un document finalement pas si connu que ça, mais qui a beaucoup influencé l'espace public du XXe siècle. Mais cette histoire de Sotteville, c'est aussi une histoire singulière, celle d'une ville banlieusarde, cheminote, mixte et populaire, dont l'espace public si singulier permet finalement toutes les rencontres, ce dont nous parlera Fabrice juste après toi. Est-ce que tu veux bien nous brosser ce matin peut-être ce portrait historique et urbain de Sotteville, en démarrant, je crois, par une petite vidéo? Merci Thomas pour ces mots et pour cette présentation. Même si j'ai plein de casquettes, il y a une casquette que je n'ai pas, et c'est aussi l'occasion de présenter comme ça, c'est que je ne suis pas ni architecte ni urbaniste. On s'en fout. Par contre, je suis né au Havre, mais j'ai vécu et grandi à Sotteville, dans un immeuble Lotz à Lialen, sur la place d'Hôtel de Ville. Et donc, du coup, une affinité particulière pour cette ville qui m'a vu grandir, travailler. Mon premier travail salarié a été ici, à la mairie de Sotteville. Et on a fait partie, avec tant d'autres, de l'époque des débuts de Vivacité, de la création du Trianon, de l'atelier, enfin bref, différents acteurs culturels. On s'est réunis autour du livre, tu l'as rappelé, Place publique, parce qu'il semblait important que cette histoire singulière de Sotteville, qui est vécue par tant d'acteurs depuis maintenant une trentaine d'années, avait besoin et méritait en tout cas de poser un peu dans un livre, c'est le meilleur moyen de laisser des traces et d'organiser un petit peu les choses pour pouvoir donner à voir, donner à comprendre dans quelle ville sommes-nous, pourquoi Sotteville a cette petite particularité, sans être un peu chauvin, mais qui fait que voilà, on n'est pas dans une autre ville de l'agglomération, ni une autre ville de France. Il y a différents points assez rapides que je vais vous aborder. Et en démarrant par une petite séquence, comme on est le matin, il faut faire tranquillou, par une petite séquence vidéo, parce qu'on a je ne vais pas vous faire un propos chronologique ou historien, c'est pas tellement le but. Moi, je suis plutôt un homme d'image. Je vous ai mis plein d'images dans un diaporama sûrement trop long. Tu me couperas, Thomas. On a la chance d'avoir quand on a travaillé avec toute l'équipe autour de ça, on a retrouvé, très connu, une image d'un travelling avant de Jean Renoir, La Bête humaine, 1938, assez incroyable. Vous connaissez tous le film et l'histoire, mais il se trouve que le hasard de l'opérateur où Renoir a collé sa caméra sur la Pacifique, construite ici, dans ces locaux, enfin, en tout cas la tenue de chaudronnerie en particulier, où du coup on a un long travelling, où on aperçoit Sotteville en 38, et donc l'endroit où on est en ce moment, assez émouvant. Et le deuxième petit film que je vais vous présenter assez rapidement, en 4 minutes, ce sont des films d'actualité anglaise sur la qualité des opérateurs et des bombardiers anglais qui ont vraiment bien travaillé et qui ont fait leur boulot pour bombarder des villes en Europe, en France et à Sotteville. Et le hasard des opérations ont fait que le film d'actualité qui est présenté en Afrique du Nord, je crois, montre Sotteville bombardée. C'est très fugace, je n'ai pas fait de pause à la fin, mais vous allez voir, en tout cas, on voit un site de bombardement. C'est pour ça que je fais un petit préambule avant, parce qu'il faut être assez vigilant sur le point. Mais on voit les bombardements de Sotteville et plus particulièrement les bombardements sur l'atelier où nous sommes aujourd'hui. C'est parti. C'est où ?
C'est la gare de Rouen, pour ceux qui ne sont pas d'ici. C'est le fameux pont aux Anglais, le pont qui traverse la Seine, le seul pont ferroviaire entre les deux rives. Au loin, Sotteville, l'église de l'Assomption et l'atelier du Haut-Pied. The American 8th Air Force is contributing more and more to the Allies' round-the-clock air offensive, particularly with its heavily armed flying fortresses. Pretty tough types, these crews. Here is a British cameraman fixing his camera on the specially prepared door and fitting an electrical heating device to prevent it from freezing up at the extremely high altitudes from which the fortresses operate. Railway yards at Rouen have been blitzed many times in broad daylight by the American Air Force. There they are over the same target again. La Seine, le caméraman cherche parce qu'il n'a pas vu le target là, et voilà. C'est assez fugace, mais en dessous c'est solide. Back again in England. The American Air Force is hitting hard and continuously. Good targets and happy landing. Good target and happy landing, c'est assez édifiant, puisqu'en dessous il y avait juste évidemment des Sottevillais et des gens. Ces deux extraits, en fait, ils sont assez symptomatiques d'un petit peu l'histoire de la ville. Et c'est aussi une chance d'avoir, dans une ville de banlieue comme la nôtre, d'avoir du coup des documents iconographiques filmés autour de la ville. Si je commence par ces deux petits films, c'est parce que, évidemment, le passé ferroviaire de la ville est assez important, je vais y revenir, et les dommages de la guerre ont façonné durablement, même encore aujourd'hui, la vision qu'on peut avoir d'une ville de banlieue de Rouen. Dans quelle ville sommes-nous? On est dans une ville banlieue de Rouen, plutôt avec un passé avant la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle, petite ferme, un petit bourg, assez présent quand même autour de la ville de Rouen, donc c'est déjà un bourg assez important. Mais la grande révolution va être l'arrivée du chemin de fer en 1843, où, dans un souci évidemment d'industrialisation de la France et de la Normandie, proche de Paris, proche du port du Havre, de commencer à travailler autour de l'édification de la ligne de chemin de fer Paris-Le Havre, et Paris-Rouen d'abord, 1843, qui du coup a permis évidemment une émancipation industrielle assez forte pour l'industrie textile ici, évidemment pour l'industrie du chemin de fer. Les locomotives et l'ensemble des choses ont été fabriquées ici, les lignes de chemin de fer ont été creusées par des Anglais. La main-d'œuvre française et les techniques françaises n'étant pas complètement au point, une main-d'œuvre assez importante anglaise est arrivée au milieu du 19e siècle. On parle de 5000 ouvriers anglais, à la fois ingénieurs pour arriver avec les brevets des machines, construire les ensembles des bâtiments qui vont permettre de produire les machines, les wagons, mais également de construire physiquement les lignes, ponts, voies de chemin de fer, tunnels, etc. Si le pont aux Anglais ici s'appelle le pont aux Anglais, c'est tout bêtement parce qu'il a été construit par les Anglais. C'est une vue de Sotteville sur la place du marché qui est non loin d'ici. On est quasiment à 200 mètres à vol d'oiseau. Une bourgade vraiment traditionnelle.
l'arrivée du chemin de fer est arrivée avec un certain Buddicom, un Anglais, un ingénieur, qui du coup a produit cette première petite machine qu'on appelle la petite, qui a permis vraiment de donner l'essor du chemin de fer ici, en Normandie, enfin à Sotteville. La première ligne Paris-Rouen, 1843, j'ai dit, 5 heures de trajet, presque comme aujourd'hui, 4h50 aujourd'hui, dans les meilleurs temps. 1600 ouvriers ont à peu près travaillé jusqu'en 1870 ici, sur place, pour une population qui était de 10 000 habitants à Sotteville. L'influence anglaise a été vraiment, vraiment très, très forte. On a tendance à un peu l'oublier. Elle se lie encore un peu dans la ville par des ensembles un peu cité-jardin. Beaucoup d'anglais sont repartis, anglais et irlandais. Mais un certain nombre de gens se sont sédentarisés ici et on le voit, c'est d'ailleurs des sujets d'études à venir pour essayer de comprendre comment cette influence anglaise a été assez importante. Pas forcément bienvenue, des conditions de travail rudes, des chefs de chantier et des contremaîtres assez rudes, conditions industrielles du 19e, donc 15 heures de boulot, travail à 5 ans, pas d'horaire, etc. Enfin, je ne fais pas le film, vous connaissez tout ça. Et donc, du coup, quand même une population uniquement vraiment ferroviaire et SNCF. Les tensions avec les Anglais sont arrivées assez vite avec des conditions de travail qui ont été un petit peu fortes. Première grève, un peu de révolte, un peu d'organisation, hein, déjà un petit passé un peu révolutionnaire à Sotteville, en tout cas du monde ouvrier. Donc les Anglais ont commencé à se désintéresser un peu à Sotteville, en laissant évidemment les infrastructures, et puis une certaine forme de principes d'industrialisation qui ont été quand même assez fortes et assez marquées. Sans les Anglais, on n'aurait pas eu les capacités de produire autant de machines, autant d'ateliers. Il faut savoir qu'ici, on est dans les ateliers Buddicom, ça s'étend jusqu'à 4 km sur votre gauche vers Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est vraiment, vraiment titanesque. C'est une des places fortes de France, les plus grandes, en tout cas pour le chemin de fer. Les thèses d'Owen sont arrivées, c'était plutôt pour essayer de dire comment ça a émancipé la classe ouvrière par l'éducation, par une certaine qualité de vie un petit peu supérieure quand les Anglais sont partis. Et du coup, Sotteville a été un terreau, et si je m'étends un petit peu là-dessus, c'est parce qu'on pense, c'est encore à chercher, des historiens l'ont fait, que du coup, ce petit socle anglais, en dehors de ce côté industriel un peu fort, a été quand même le socle ici, 1880, pour commencer à arriver avec des thèses plutôt de solidarité. Les premiers mouvements solidaires, de coopératives solidaires françaises sont apparus à Sotteville. Des premiers mouvements d'émancipation à travers la Société populaire d'études diverses, 1880, qui existe encore pour instruire les masses ouvrières, des magasins de solidarité pour pouvoir mettre en commun un certain nombre de produits, notamment médecine, pharmaceutique. La culture n'a pas été épargnée non plus, puisque du coup, énormément d'associations. Le premier musée populaire de Sotteville date à peu près de ces années-là. Et tout naturellement, enfin tout naturellement, peut-être pas, mais 1882 marque l'arrivée d'un maire socialiste, Ernest Gainaut. C'est la deuxième ville socialiste de France par son élection en 1882. Un passé qui, du coup, ferroviaire, populaire, qui s'est étendu jusqu'à la fin jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On trouve encore un petit peu de traces du passé cheminot ici, même si tout ça est maintenant évidemment derrière nous, mais il n'y avait pas une famille à Sotteville où il n'y avait pas 5, 6, 10, 15 membres de vos familles qui travaillaient à la SNCF. C'est mon cas, c'est sûrement le cas pour pas mal de gens. Une vue de l'atelier dans lequel on était tout à l'heure, atelier de chaudronnerie, des conditions de travail évidemment difficiles, un petit gars là qui a l'air tout jeune, c'est l'atelier de chaudronnerie ça. Tout ça est assez bien documenté, on a énormément d'iconographie, énormément de traces autour de ça. Les chemins de fer ont quand même, même si on a perdu beaucoup de documents, on a quand même un certain nombre de documents assez intéressants pour comprendre comment pouvait être un petit peu la vie ici. Et quand l'atelier de Centrane a été créé, on s'est vraiment mis à la recherche de cette trace mémorielle pour essayer de comprendre comment les bâtiments ont été faits. Il y a encore tout un travail à faire. C'est assez intéressant. Donc là, des images. Ça, c'est exactement l'endroit où on a pris un café. C'est l'atelier de chaudronnerie.
excusez-moi, voilà, l'atelier des roues, sortie du pont aux Anglais, et donc la fabrication, alors ça c'est à 4 mars, c'est un petit peu plus loin, des fameuses locomotives 231. Évidemment, la guerre arrive, cet important nœud ferroviaire de France, les Allemands s'en servent pour acheminer les matériaux pour le mur de l'Atlantique, et c'est un lieu stratégique de transport de troupes. Donc naturellement, visé par des bombardements assez meurtriers, pas simplement Sotteville, sur l'agglomération en général, plutôt évidemment Rouen, plutôt les voies de communication, les ponts. On a beaucoup parlé sur l'imprécision des bombardements. Évidemment, c'était assez empirique et moins chirurgical qu'en Irak ou en Syrie. Il y a aussi une espèce de démarrage des forces anglaises et américaines après pour essayer des systèmes, juste des systèmes pour anéantir les forces de frappe allemandes. Donc Sotteville a payé un lourd tribut, plus de 20 bombardements, un bombardement le plus meurtrier la nuit du 19 avril 1944, où la ville a été détruite à peu près sur un tiers de sa partie, et on dénombre à peu près 800 morts, dont, c'est toujours un peu sordide, dont entre 150 et 200 cadavres. Les autres ont évidemment totalement disparu sous des pluies de bombes. Cette vue-là est toujours assez intéressante, si ce n'est pas le mot, parce qu'en fait, ce sont toujours des vues de propagande. Il y a à la fois des vues de propagande et des vues aussi pour vérifier que good job and happy landing, qu'ils avaient bien fait le boulot, les Anglais, et que du coup, ces vues-là étaient embarquées, enfin les photographies, pour voir avant et après. Il y avait souvent même des avions qui passaient derrière pour vérifier que les bombardements avaient eu lieu correctement. Et cette vue-là, Archives Imperial War Museum, pardon, je ne vais pas y arriver, font que le hasard, l'atelier est là, l'avenue du 14 juillet, la place de la mairie, le bois de la Garenne, le rond-point des Bruyères. Bref, on a une vue assez singulière et assez terrifiante de l'impact qui va se passer dans quelques instants sur le territoire de Sotteville. Elle n'est pas datée, c'est pas le bombardement du 19 avril parce que c'est une vue de plein jour, mais elle est assez saisissante pour montrer un petit peu l'ampleur de ces bombardements. Il y a un travail assez intéressant qui a été fait autour de ça, justement avec la population, à un moment où les gens étaient encore aussi vivants. Là on commence à avoir un petit peu de date autour de l'anniversaire de la Libération en 1944. On avait pas mal travaillé là-dessus. La ville totalement détruite. Là on est exactement dans notre quartier de l'atelier, puisque c'est l'église de l'Assomption qui se trouve juste derrière l'atelier. On est sur l'ancienne place, c'est à peu près la même vue que tout à l'heure avec celle de la mairie. Vous voyez l'étendue des dégâts. Ça c'est quasiment au lendemain du 19 avril. Une population vraiment meurtrie. La mairie, donc la même chose, la même vue que tout à l'heure, la place de la mairie avec la place du marché, les archives, les pompiers, la bibliothèque, tout ça est évidemment complètement détruit. La une du journal de Rouen, 10 000 sinistrés, 800 blessés, 600 morts. C'était le lendemain, donc la comptabilité n'était pas encore très précise, mais avec une vue de Sotteville. La phase qui commence à nous intéresser, c'est la phase de reconstruction. 3 hommes dans la ville. Ce passé ferroviaire assez fort, ce passé socialiste aussi, enfin plutôt populaire et plutôt de gauche, a fait que Sotteville a été rapidement mis en exemple dans l'organisation de la construction dès 1944. Le MRU, ministère de la Reconstruction, a organisé et envoyé des architectes urbanistes d'État dans différentes villes de France, Le Havre, mais aussi d'autres, Saint-Malo, Lorient, pour faire un certain nombre d'exemples et de reconstructions rapides, efficaces, avec aussi des nouveaux principes de reconstruire des villes, non pas à l'identique. À Saint-Malo, ça a été le cas, en construction à l'identique, mais c'était un parti pris historique et patrimonial fort. Mais dans d'autres villes, Le Havre comme d'autres, Lorient, moins réussi, plus arbitraire. Et Sotteville a cette chance que du coup, Dautry, qui est le ministre de la Reconstruction en 1944 sous De Gaulle, c'est un ancien directeur des chemins de fer, et que du coup, l'État voit une bonne opportunité de faire un exemple, de reconstruire une ville populaire, de banlieue, ouvrière, chemin de fer, pour pouvoir établir une reconstruction qui soit assez rapide. Il y a plus de 15 000 personnes qui n'ont plus de maison. Déjà, c'est pragmatique pour juste faire en sorte que les gens reviennent et retrouvent un semblant de toit. Et le bâtiment provisoire, on va voir la vie dure. Il nomme un architecte, Marcel Lotz, je vais y revenir après, et Eugène Claudius-Petit, c'est le ministre de la Reconstruction après Dautry, qui est un cheminot, lui plutôt ouvrier,
résistant. Claudius, c'est son nom de résistant, et qui du coup contribue et relance et amène pas mal de crédit à la ville de Sotteville pour pouvoir faire un exemple de reconstruction assez fort. Alors la personne qui nous importe sur cette partie-là, et même par rapport au colloque, c'est cet homme, Marcel Lotz. C'est quelqu'un d'assez atypique. Il est connu par les services de l'État parce qu'il a fait, juste avant la guerre, l'ensemble de Drancy, que vous connaissez peut-être, qui était à la guerre inachevé, pour des raisons budgétaires et des besoins de fabrication. Mais il a commencé à mettre déjà en place un certain nombre de directives et de pratiques liées à sa formation. C'est quelqu'un qui est diplômé de l'École nationale des beaux-arts, qui est né en 1870, je crois, qui est plutôt du mouvement, il a fait partie de l'UAM, il est plutôt lié aux thèses de Le Corbusier, donc cette fameuse charte d'Athènes, on va y revenir après, et il a un passé militaire, il a été engagé en Première Guerre mondiale, c'est un homme rude, strict, fort, à caractère, urbaniste, architecte, il en faut pas moins, photographe amateur, pianiste autodidacte sans partition de formation, aviateur, un homme incroyable, complet, visiblement assez fort. Il s'entoure de pas mal de gens aussi assez brillants, lui. Et du coup, il voit en Sotteville, quand il est nommé par Dautry, une occasion d'appliquer un peu tout ce qu'il a déjà commencé à faire à Drancy, ce qu'il a commencé à faire à Mayence aussi. Il a une mission d'État pour reconstruire une ville d'Allemagne qui est totalement rasée. Et ces principes, il voit à Sotteville, ces principes, une espèce d'organisation possible assez intéressante de mettre en application un certain nombre de choses. Il a un côté un peu radical, dans le sens où, alors c'est des gens du mouvement moderne, alors pas aussi fort et droit et peut-être un peu que Le Corbusier, mais il a cette phrase qui est toujours un peu rude. À Mayence, donc en Allemagne, on a beaucoup plus de chance à Mayence qu'à Sotteville, parce qu'à Mayence, la ville est totalement détruite, il y a 3 bombes au mètre carré, du coup j'ai la place de faire ce que je veux. Et donc il applique cette tabula rasa là, pour essayer ce qu'il a essayé de faire à peu près partout, de faire fi de l'ensemble du passé historique de la ville pour en faire ce qu'on appelle les premiers grands ensembles. Et c'était vraiment lui qui a fait à Drancy le premier grand ensemble moderne en France. À Sotteville, c'est un petit peu plus compliqué, puisque du coup la ville est détruite, mais pas totalement. Il faut reloger les gens assez vite. Et il arrive, dès 1948, à sortir un premier immeuble de terre, l'Anjou. Peut-être tu peux revenir un instant sur la charte d'Athènes. Oui, puis après je te presserai parce qu'on est en retard. Ouais. Mais simplement sur la charte d'Athènes, c'est important parce que les notions de libération de l'espace au sol, on parle de villes qui étaient relativement denses avant-guerre, les notions d'aération, de lumière, d'espace, notion d'aération, de zonage, d'espace, qui vont vraiment régir le travail des urbanistes et des architectes. Le principe de la charte d'Athènes, c'est 4 fonctions: la ville, le travail, les loisirs, le transport. On règle l'espace au sol pour pouvoir habiter, vivre, faire du sport, faire de la culture, un peu de transport pour les voitures et les transports en commun, en prévision d'eux. La première piste cyclable de l'agglomération, c'est 62, elle est à 200 mètres d'ici, créée par Lotz. Et donc du coup, des tours, des bars qui vont faire ensemble que les gens vont habiter dans ces volumes restreints avec une emprise au sol la plus faible possible pour pouvoir libérer les espaces au sol dans un but d'émancipation, tout simplement, de la population à travers des activités sportives, culturelles, de transport autour de ça. Et donc cette charte d'Athènes, appliquée plus ou moins bien suivant les endroits, est complètement appliquée à Sotteville, avec une spécificité particulière, on va y revenir, c'est que du coup, cette zone verte dans laquelle s'inscrit l'ensemble de la reconstruction de la ville s'implique complètement. À Drancy, il a pu le faire. Il l'a fait d'une manière un peu trop serrée, et on connaît évidemment les travers que ça a pu prendre avec l'État français qui s'est servi de cet grand ensemble architectural pour en faire un camp d'emprisonnement des futurs déportés, puis un camp de concentration, où ces grands ensembles, libération des espaces, hauteur des bâtiments, a fait qu'il a pu être clôturé visiblement assez facilement, et donc en faire un grand ensemble d'enfermement pour évidemment des prisonniers. Ça l'a beaucoup marqué. Le fait que son ensemble architectural, qui était évidemment pas du tout lié à cette optique-là, puisse en quelques barrières, quelques barbelés, puisse être un ensemble carcéral. Ça a une implication. Exactement, c'était de la bataille.
Et cet ensemble, enfin, du coup, l'application directe de ça, puisque c'en est juste avant-guerre, l'application est exactement la même qu'à Drancy, mais beaucoup plus large, avec peut-être cette volonté à réfléchir, à savoir un petit peu plus, mais de ne pas pouvoir enfermer et de cloisonner un ensemble. Les bâtiments étaient beaucoup plus ouverts, les entrées dans la zone verte, évidemment, beaucoup plus fortes. La Charte d'Athènes et le mouvement moderne sont suffisamment importants dans l'esprit de cette reconstruction pour que, du coup, documentation française, c'est pas forcément anodin, les cahiers français d'information, donc l'ex-documentation française, où voilà, c'est le document assez intéressant sur les 3 habitats majeurs de la reconstruction en France, évidemment la maison du Fada à Marseille, le Corbusier, la reconstruction du Havre, cher Thomas, et la reconstruction de Sotteville. Tout ça dans le même livre, dans la même documentation, certes à destination des spécialistes, mais qui donne l'impact et la volonté forte de montrer que c'était pas quand même un acte assez anodin de pouvoir faire ça. Je me presse un petit peu, excusez-moi. Une organisation aussi assez nouvelle dans la Charte d'Athènes qui est aussi de dire c'est un élément constructif assez rapide, donc en banche, c'est-à-dire qu'on monte des structures un peu pas comme des Legos, mais pas loin, ce sont des structures porteuses dans lesquelles les murs ne sont pas porteurs. Des structures qui sont faites sur place, les ateliers de montage sont faits sur les chantiers, on n'importe pas des choses venant de loin, c'est déjà du développement durable avant l'heure, on prend les matériaux sur place, le sable sur place, le ciment sur place. Si nos ensembles à Sotteville ont des galets roulés en façade, c'est simplement parce qu'il y avait moins de ciment et que les galets étaient de la Seine pour pouvoir appliquer un parement direct en mettant les murs directement sur les immeubles pour pouvoir faire un mur intérieur, parement extérieur direct posé en banche à l'intérieur. On a des photos du chantier, etc. Donc cette charte d'Athènes est liée aussi à tout un système constructif assez novateur et qui a été appliqué un petit peu partout en France et avec succès ici. Peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, tu pourrais revenir justement sur la description de cet urbanisme et sur cet espace public. Je ne sais pas si tu peux nous montrer peut-être voilà. quelques plans du Sotteville reconstruit et comment cet espace va définir justement aussi une agora. Oui. Ce plan-là est assez intéressant parce qu'en violet derrière, c'est la ville ancienne, en rouge par-dessus, c'est l'impact que Marcel Lotz va donner sur l'ensemble du bâtiment. Donc ici, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la zone verte. Donc finalement, les habitants de Sotteville, au moment de cette reconstruction, on dit ce que les Anglais n'ont pas détruit, c'est Lotz qui l'a fait à la place des Anglais. Et voire, il a plus détruit que les Anglais, puisque du coup, sur le centre-ville historique, qui était ni plus ni moins ici, les photos de tout à l'heure sont ici, l'atelier 231 est là, c'est ces 2 bâtiments qui sont ici, enfin un petit peu plus loin, pardon. Donc en fait, il a un impact assez fort sur la ville, voilà, où il applique vraiment ces doctrines assez fortes. Sotteville est recouverte d'une poussière de pavillons, ajoutée aux vieilles villes, aux zones industrielles, celle des chemins de fer et celle des industries locales. La surface occupée par eux est développée au-delà de toute mesure. Il n'y a pas à Sotteville la surface indispensable aux parcs, jardins, espaces plantés et aménagés mis à la disposition des habitants. L'éparpillement uniforme des pavillons a trop absorbé. Ce qui reste de libre encore aujourd'hui et ce qui reste encore libre aujourd'hui est d'autant plus précieux. C'est réduit, mais ça existe. Il s'agit du bois de la Garenne et quelques autres espaces utiles. Inutile de vous dire que nous les garderons précieusement. Il applique vraiment cette doctrine d'une manière assez forte à Sotteville. La dernière partie de la reconstruction se fera jusqu'en dans les années 70. C'est la mairie de Sotteville qui a été construite. Ce plan-là est assez intéressant parce que finalement on apprend plus sur une histoire de la ville ou sur l'architecture, sur les documents non réalisés et l'ensemble des plans d'urbanisme qui ont été proposés à la ville qui n'ont pas été forcément réalisés. Et là on voit exactement cet ensemble-là. Alors en partie rouge, ce sont les bâtiments d'habitation. 1163 logements ont été créés jusqu'en 70 par rapport à ces barres-là. L'espace gris, c'est l'espace vert, espace naturel, espace de transition, 0 voiture, piste cyclable, du vert partout, des jardins partagés. C'est des discours qu'on entend dans le Rouen Magazine du mois dernier, hein, c'est exactement ça. Et en vert, enfin en bleu, pardon, excusez-moi, des bâtiments publics qui sont des biens de service public. Le centre médico-social, le centre de santé, une école, un stade, la bibliothèque, le dispensaire, l'église qui reste ici, un certain nombre de bâtiments qui font que les usagers sont dans les tours et participent à la ville à l'intérieur.
Alors voilà, des ensembles assez forts. Donc ça, c'est en cours de construction. Donc vous voyez derrière, les 3 premiers bâtiments Anjou, Bourgogne, Champagne sont sortis de terre, mais autour la ville continue à être là, avec ses expropriations. C'est exactement ça. Donc ça, tout ça n'existe plus. Ces gens-là n'ont pas été bombardés par les Anglais, mais seront détruits, puisque là, à cet emplacement-là va arriver la future zone verte de Sotteville. Voilà. Le fait qu'il soit photographe, c'est une extrêmement grande chance pour nous parce qu'on dispose d'une documentation assez incroyable conservée à l'Institut français d'architecture. Voilà, là on est un petit peu plus tardif, où du coup l'ensemble est quasiment sorti de terre. Le fait que ces 3 premiers, Anjou, Bourgogne, Champagne, c'est vraiment son œuvre, c'est vraiment là où il a travaillé après son atelier d'urbanisme a fait en sorte que du coup ce sont un autre architecte, Marc Alexandre, qui a pu faire ça. Il y a une petite exception ici, c'est le Touraine qui était prévu en bar et qui a été prévu plutôt en tour. Voilà. Chaque immeuble a vécu d'une manière assez différente en fonction des bailleurs, mais aujourd'hui il reste un ensemble assez significatif. Est-ce que tu veux bien peut-être pour terminer, alors j'adore les intérieurs aussi, il faudrait que tu m'en parles, mais va passer vite. Ouais, vas-y, parle des intérieurs. Non, voilà. Peut-être que je te laisse encore quelques minutes, mais reviens peut-être sur la vie quotidienne, les intérieurs si tu le souhaites, mais aussi ce qui est vraiment important pour la suite de nos propos, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'appropriation de ce patrimoine, comment il est aujourd'hui perçu par les habitants et comment éventuellement s'est déroulé, si tu peux en dire un mot, ce processus de patrimonialisation aussi. Est-ce qu'il est abouti? On sait qu'il a pu l'être dans d'autres villes. On sait aussi que c'est compliqué pour les habitants de s'approprier cette architecture post-Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a plein d'endroits où elle a été décriée. Comment se passe ce processus ici, et est-ce que tu penses qu'il est abouti? Le processus, il a été assez complexe. Lotz, il avait une espèce de phrase un peu rude, apprendre à habiter, puisqu'évidemment, la petite maison pavillon en briques avec les carottes dans le jardin et les toilettes au fond, pour lui, c'était le pire qui pouvait arriver dans la vie. Donc en fait, il a eu aucun scrupule à raser ce qui était déjà encore et donné aux habitants, avec ces nouvelles normes modernes, hygiénistes, du coup des appartements modernes, ascenseurs, cage d'escalier, téléphone en bas, toit terrasse, et du coup mobilier adapté par notre ami Gascoin, avec lequel on a pu travailler ensemble au Havre, du coup avec ces ensembles pour donner aux gens à habiter. Voilà, alors vous imaginez pas la tête des Sottevillais pour habiter dedans comme ça, alors qu'avant ils habitaient dans des petites maisons avec les toilettes au fond du jardin. D'ailleurs, dans les journaux, on disait vous dites moderne et on va aller aux toilettes à côté de la chambre à coucher. Ça va pas du tout, quoi. C'était pas du tout évidemment dans les normes, quoi. Mais ce sentiment d'appropriation, il s'est fait petit à petit parce qu'effectivement, l'eau courante, l'eau chaude, une salle de bain, une cuisine, des familles nombreuses ont fait que ces grands ensembles ont une appropriation assez particulière. Et aujourd'hui encore, la qualité de vie de ces immeubles-là est assez importante. Moi-même, quand j'habitais dedans, mais t'habites dans les immeubles à catastrophe. On a passé des enfances complètement incroyables parce que c'était une espèce de vie sociale commune, modeste, ouvrière, populaire, qui était assez large. Et du coup, ce sentiment d'appropriation, il est assez fort et fait que du coup, Lotz, en imposant un peu les choses un peu fortes, parce qu'évidemment ça c'est une vue aujourd'hui, vous voyez, l'emprise au sol de son affaire, zone verte, place de l'Hôtel de Ville, Bois de la Garenne, mairie Hélène, elle est quand même assez marquée. Lui trouvait qu'il n'avait pas assez de place pour s'exprimer. Je ne vous cache pas que s'il avait pu faire un peu plus, il aurait dégagé le reste d'une manière un peu véhémente, quoi. Mais du coup, le fait qu'il soit assez visionnaire, avec quelques bémols évidemment, a permis à ce que cet ensemble poumon vert de la ville, Bois de la Garenne plus zone verte, soit aujourd'hui un ensemble extrêmement fort dans la ville auprès des populations, parce qu'il y a à peu près tout pour le faire. Quand le métro arrive au Havre, parce que Perret l'a prévu sans le prévoir, ou à Sotteville, le métro se fait parce que c'est prévu. La place est grande, la mairie est là, et la ville de Sotteville est la seule ville de l'agglomération où le métro dessert la place centrale du marché et la mairie. Toutes les autres villes de l'agglo, le métro dessert quelque chose, mais pas la place centrale, l'agora, le lieu de vie. Aujourd'hui, c'est le marché, allez-y, c'est blindé. Donc cette appropriation assez forte, elle s'est faite autour quand même d'un espace de qualité, mais qui demande évidemment à être instruit un petit peu avec un regard d'historien ou avec un regard de mémoire, parce qu'on a besoin effectivement de remettre un peu au goût du jour, d'abord cette architecture qui est assez décriée, pour plein de raisons. L'exemple du Havre, c'est exemple comme ça. On fête l'année prochaine les 20 ans du label UNESCO. Le label UNESCO a permis de changer la vision de la ville et a changé pour les 50 ans futurs la vision qu'on pouvait avoir de cette ville portuaire, stalinienne, droite, grise, moche et tout ça. Et c'est pas du tout mon propos, ni le tien Thomas, je suis sûr, pour ça.
on a les mêmes atouts ici à Sotteville. On a les mêmes atouts avec une difficulté particulière qui est de l'expliquer, l'organiser, le montrer. Pas forcément pour les gens qui habitent à cet endroit-là, parce qu'ils le sont persuadés. J'ai encore rencontré un jeune couple d'archis, 30 ans, jeunes diplômés, qui sont achetés un appart dans un Lot, en Bourgogne, super contents, traversant, ouest, etc. Mais plus à sensibiliser évidemment les élus, le monde politique, les directeurs des services techniques, les urbanistes, pas forcément Sotteville, parce qu'on est convaincu ici, mais un peu tout le monde pour faire en sorte que les petits changements qui peuvent être au quotidien, vous voyez, ça c'est l'école Raspail qui est derrière, c'est un ensemble architectural, groupe scolaire complètement incroyable, hein, avec des normes hygiénistes, modernes, d'organisation qui sont super fortes. Et ce qui fait que du coup l'espace public, ça c'est on ne peut pas y aller, c'est les toits terrasses, les toits sont organisés en solarium pour faire des jardins, des lieux de vie, des lieux de concert, sont organisés comme ça. Ça c'est une photo qui a été prise il y a 6 mois. On parle aujourd'hui de réhabilitation des jardins et des toits terrasses à Londres pour en faire des jardins partagés. Voilà, ça c'est aujourd'hui, les lots sont comme ça. Du coup évidemment, l'appropriation depuis les naissances de Vivacité par l'ensemble des acteurs qui ont préparé la ville et l'accueil de cette manifestation d'exception qui est Vivacité, à travers ce petit réseau social important, d'associatifs, cette qualité de ville a fait que du coup, et cet espace complètement ouvert a permis à tous nos amis de s'approprier cette ville-là et d'en faire un théâtre, un décor urbain à ciel ouvert pour faire du théâtre de rue vraiment impliqué au cœur de la ville. C'est pas du théâtre posé à un endroit comme ça, parce qu'il est inscrit, Fabrice, j'imagine que tu vas en parler bien mieux que moi, dans la population, il est inscrit dans la ville avec un décor complètement incroyable. C'est l'Omni Générique Vapeur, près du toit de l'ILN, qui n'a pas pu être démonté, c'était plutôt bien pour ça. Ça, c'est les 20 ans de Vivacité. C'est Antoine de Ménestrel avec la compagnie Opposito qui utilise la façade de l'ILN pour faire un événement important pour l'histoire des 20 ans. Pierre Berthelot derrière le Flandre, où l'arrière du Flandre est utilisé par la scénographie, par la compagnie, pour en faire un fond de décor complètement incroyable. Et enfin, un spectacle complètement génialissime de Pierre Sauvageau et de l'Opéra de Rouen, avec un travail auprès des habitants d'une des bars, et les musiciens étaient à l'intérieur des balcons pour pouvoir faire à la fois un travail philharmonique d'envergure connecté et un travail de mémoire auprès des habitants qui ont collecté un certain nombre de ressentis autour d'eux. Bref, voilà. Et puis du coup, la dernière vue qui est du coup l'appropriation par Fabrice et ses équipes de cet ensemble architectural assez majeur, quoi. Tu es en train de piquer à Fabrice une transition habile. C'est une transition absolument magnifique. Je te remercie, Benoît. Tu as réalisé un exercice assez titanesque oui, vous pouvez l'applaudir, je pense. Tu as brossé le portrait de cette ville de façon magnifique, puis tu as soulevé 1 milliard de questions qu'on aura envie d'aborder dans la journée. Mais peut-être avant de passer la parole à Fabrice, dire à quel point aussi ce patrimoine de la reconstruction, tu as cité Sotteville et Le Havre évidemment, mais en fait tout le long de la vallée Seine, il y a un patrimoine reconstruit absolument fabuleux. J'ai croisé mes collègues tout à l'heure du patrimoine de la métropole. On a dans ce territoire de projet de la vallée de Seine-Normande, qu'on a beaucoup décrit depuis hier, on a un patrimoine reconstruit extraordinaire, un patrimoine industriel bien sûr fabuleux, mais un patrimoine reconstruit extraordinaire, et ça peut tout à fait effectivement être le lieu de l'expression aussi de notre candidature, je l'espère. Et donc je pense, Fabrice, qu'on ne pouvait pas rêver de meilleure introduction. Oui, tu peux, on va switcher juste les deux ordis, je te laisse faire. Pendant que je te présente, simplement juste mets le câble sur le tien et ça devrait passer. On ne pouvait pas rêver meilleure introduction, je pense, pour toi, Fabrice, parce que comme dans un bon film, Benoît a planté le décor, hein, il a dépeint le paysage parfaitement, et puis tu n'as plus qu'à faire jouer les acteurs et dérouler l'histoire. Je te laisse gérer la technique. Tu viens des Beaux-Arts, Fabrice, et il n'y a qu'à voir le magnifique écrin dans lequel nous évoluons depuis mardi soir, avec cette scénographie que tu nous as installée. Ça a d'ailleurs beaucoup... Alors je regarde Laurent et je ris forcément par rapport à ce qui a été dit mardi soir, puisque Laurent, en voyant tes lanternes,
à penser que le colloque était sponsorisé par l'association France-Chine de Jean-Pierre Raffarin, avant, pendant sa scène finale, de faire un câlin à tes lanternes. J'ai les images, Laurent a fait des câlins à tes lanternes. Merci, Laurent. Et donc, tu es fait à la base plutôt pour être sculpteur, installationniste, et puis tu as muté. Quand on a discuté ensemble, tu m'as dit que tu avais muté au contact de l'espace public. J'adore ce terme. Tu as muté au contact de l'espace public et tu es d'un seul coup plongé dans une sorte de nouveau réel de créateur. Il faut inventer des nouveaux outils, de nouvelles accroches, et c'est comme ça que démarre l'aventure des plastiqueurs que tu vas nous raconter. Tu vas nous raconter, nous dire comment, en fait, finalement, ton travail et le travail des plastiqueurs s'est accroché à cet espace public et aussi à ces gens de Sotteville. Alors, on a un petit souci technique, on va essayer de le résoudre. Ah. C'était une version impressionniste, mais... Non, ça y est, c'est bon. Ouais, il est un peu fragile, celui-là. C'est le grand écran. C'est le... Il laisse son petit. C'est une solution. Bah, je vais le... Tu l'agrandises comme ça, c'est la... Ouais, simplement... trop court pour la puissance. Désolé pour les petits soucis techniques. On va le mettre comme ça. Ouais, ok. super. Bien. Donc, bonjour. Merci Thomas. Merci de cette introduction magnifique. Moi, je connais Benoît depuis... Le XXe siècle. À peu près. Voilà, donc moi je suis arrivé à Sotteville après des études aux Beaux-Arts de Rouen en 89. Une date intéressante, 89, parce que c'est le bicentenaire de la Révolution. Et à Sotteville, il se passe plein de choses. Il y a une nouvelle équipe municipale qui est en place, il y a plein de projets, il y a toute cette énergie dont tu as parlé avant de reconstruction qui est là et qui a envie d'émerger, qui a envie de prendre la ville avec un nouveau projet, un projet culturel fort. Donc, comme tous les étudiants aux Beaux-Arts, quand on a fini ses études, on est à la rue. Ouais. Donc, on cherche un atelier. Et puis, effectivement, la ville de Sotteville met en place des ateliers d'artistes formidables. Donc, je postule et par grande chance, je rencontre Daniel Andrieux, personnage important et mystérieux de tout ce projet, qui m'invite à devenir artiste en résidence. Chose que je suis encore. C'est bizarre, hein. Ouais. Donc voilà, j'arrive, je ne suis pas un ange, mais j'essaye de prendre mon envol à Sotteville. Donc moi, je dessine, je fais des installations dans des containers. Enfin, toutes les images ne sont pas chronologiques, hein, c'est complètement en vrac, mais c'est pour illustrer mon propos. Et puis je suis très intéressé par la lumière, le mouvement dans mon travail personnel, et puis les installations qui racontent parfois des choses, parfois pas du tout, parfois juste des émotions. Et dans mon parcours, j'ai un rapport comme ça au monde ouvrier et au travail et à l'histoire des gens qui est assez fort. Et d'ailleurs, je passe mon diplôme dans une usine désaffectée qui s'appelle les Chantiers de Normandie, qui n'existe plus, dans lequel j'avais reconstruit tout un univers. Voilà. Donc le monde ouvrier, d'où je viens, moi je viens d'une famille ouvrière, pas de Sotteville, mais de Grand-Quevilly, mais avec des histoires un peu similaires d'après-guerre. Et voilà, donc du coup, je connecte plutôt bien avec cette ville de Sotteville et avec sa façon d'être, même si je ne la connais pas du tout. Je la trouve pas très belle, moi, au début. Je la trouve un petit peu, un peu dure, mais tout doucement, j'apprends à la découvrir dans ses interstices, dans ses histoires. Et puis, ce sont surtout les gens qui me la font aimer, la ville. Donc, au début, c'est le début de Vivacité. Et puis, en tant qu'artiste en résidence, je suis invité pour faire des œuvres éphémères sur l'espace public. Donc, c'est tout à fait nouveau pour moi parce que je passe d'un monde Beaux-Arts qui est plutôt un petit peu entre soi, où on fait des expos dans des petites galeries, ou parfois, si on a de la chance, dans un musée, où on va rencontrer localement une centaine de personnes, et puis on va avancer, on va se dire des choses intéressantes. Sauf que là, je rencontre 100 000 personnes en 3 jours. Donc là, c'est complètement incroyable et jubilatoire. Parce
C'est des gens qui ne sont pas forcément clients du monde dans lequel je vis, c'est-à-dire l'art contemporain, et puis qui du coup ont des choses à me dire, qui sont brutes, qui sont fortes, qui sont intéressantes, voire même qui vont même détruire certaines œuvres. Donc il y a ce rapport à l'espace public où d'un coup on fait des choses, on les imagine à l'atelier, et puis en 20 minutes elles n'existent plus. Bon, ça pose des questions. Donc on va se poser des questions. Voilà, ça c'était la porte du festival, je ne sais plus quelle année, j'ai beaucoup de mal avec les dates. En tout cas, ça a existé. C'était une porte de 20 mètres. À l'époque, je travaillais beaucoup la structure des éléments. Donc je travaillais avec des bambous, c'était pas cher, et puis c'était léger et c'était solide. Donc je faisais beaucoup de choses avec des bambous. Ça reviendra un peu dans mon histoire. Et puis du coup, Vivacité, ça s'appuie aussi beaucoup sur la ville, les agents techniques, toutes sortes de personnes qui connaissent la ville mieux que nous. Et un jour, ils m'emmènent dans un atelier et je vois toutes les décos de Noël de l'époque accumulées, entassées. Oh génial, je vais faire une maison avec. Donc je fais la porte du festival l'année suivante, qui fait 12 mètres de haut, avec toutes les décos de Noël allumées en une seule fois de la ville. Donc c'était une maison, j'appelais ça la maison des Lumières, tiens, c'est bizarre. Et pour l'anecdote, le maire de cette ville s'est retrouvé enfermé dans son ascenseur, parce que j'avais un câble électrique à peu près gros comme ça pour alimenter toutes ces ampoules. Évidemment, j'ai fait sauter le TGBT, et le maire était dans son ascenseur, entre 2 étages. Et tu t'es pas fait virer? Non, mais bon, il me l'a bien signifié. Voilà. Et puis les années suivantes, toujours avec le bambou, la lumière, c'est ce qui fait partie des choses qui m'intéressent beaucoup. Je fais des œuvres de plus en plus monumentales, interactives. Voilà, on s'amuse. Voilà, on a un espace de jeu incroyable. Le Bois de la Garenne, surtout au début, qui est le cœur historique du festival, où les gens ont l'habitude de se retrouver, et puis où on fait un gros travail avec la population. C'est vraiment un endroit de rassemblement, aussi de spectacle, mais c'est très convivial. Donc là, effectivement, on commence à faire des sculptures éclairantes. Là, c'était des robes de mariée, c'était l'année du mariage. Parce qu'on avait des thèmes comme ça. Il y avait plein de thèmes. Maintenant, c'est un peu plus... c'est assez différent. On fait autrement. Et voilà, des grandes robes de mariée. Alors ça a été construit aussi avec les habitants. Ça commence, en fait, à l'atelier 231. On commence à fabriquer la scénographie du festival. Et puis, naturellement, on y associe des gens de la population. Au début, c'est assez modeste. C'est quelques personnes, 5-6 personnes, qui viennent porter la main. Là, c'était des couturières. Intéressant. Tu disais, quand on en a parlé ensemble, tu disais à partir de ce moment-là, tu as commencé à faire avec et pour. C'est ça. J'aime bien voilà. cette idée. Parce que je viens de là, c'est-à-dire que moi, je viens de l'éducation populaire. J'étais beaucoup dans l'animation en même temps que mes études. Et puis, effectivement, le faire avec et pour, ça a beaucoup de sens. Parce que du coup, effectivement, les gens peuvent s'exprimer, même s'ils ont qui sont souvent, ils te disent, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas sculpter, je ne sais pas faire. Et en fait, très rapidement, c'est qu'une histoire de rencontre. On s'aperçoit que tout le monde sait un peu dessiner, sait coudre, et donc il y a des belles histoires. Et puis, quand on a les mains occupées avec la matière, les langues se délient. Donc là, il y a tout un discours, il y a des histoires qui se racontent. L'atelier 231, superbe terrain de jeu aussi. Fish and Chips, ça c'était le numéro 2, je crois. Voilà. Donc on raconte des histoires. Je vous parle pas de toutes les images, sinon on en a pour jusqu'à ce soir. Simplement, c'est pour vous donner une idée. À chaque année, en fait, on remet son titre en jeu sur le festival. C'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles idées, il faut aller explorer. Et puis, effectivement, dans tous mes projets, j'essaye d'avoir une dimension participative. Et puis, cette dimension va être de plus en plus grande. On va aller jusqu'à des performances de chiffres où on va parfois avoir 800 personnes, 1000 personnes de la ville qui vont aider à réaliser les éléments de la scénographie. Comment tu vas justement recruter ces personnes? Comment est-ce que tu vas les intéresser au projet? Comment est-ce que tu vas les associer? Et est-ce que d'une année sur l'autre, finalement, il y a une forme de fidélisation, une sorte de vivier de participants, de bénévoles à chaque fois? Complètement. Alors, à Sotteville, très rapidement, ça a été pris en compte par le service culturel, où une des personnes était en charge d'alimenter, d'entretenir tout au long de l'année ce rapport avec les associations, les corps constitués, les écoles et ainsi de suite, de façon à avoir aussi bien pour la scénographie mais pour les spectacles qui le demandent
des participants, des bénévoles. Donc ça, c'est un peu ce travail qui était fait par Bruno Blocher, on peut le citer, et qui est repris actuellement par le service culturel. Effectivement, cet entretien permet de s'appuyer sur des gens qui ont déjà vécu quelque chose, qui ont déjà fait un travail. Là, par exemple, cette photo est intéressante parce que c'est une œuvre que j'avais, une collaboration avec une artiste polonaise qui s'appelle Vela. Et tous ces tubes sont à chaque fois l'œuvre d'une personne. C'est-à-dire que l'artiste a conçu un principe, des tubes lumineux, ce qui est assez simple, mais si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a un travail graphique sur chaque tube. Il y en avait plus de 800 qui étaient suspendus dans l'allée centrale. Donc effectivement, là où c'était intéressant, c'est que parfois c'était des écoles, des centres de loisirs. On va aussi bien aussi dans les EHPAD ou voir à l'hôpital psychiatrique du Rouvray. Et chacun pouvait ensuite chercher dans le festival son œuvre, voire ne pas la trouver. Mais c'est aussi une invitation pour que le public vive autre chose sur le site et s'empare en fait de l'événement. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a cette redondance chaque année de ces invitations diverses et multiples, et on a des gens qui sont demandeurs, qui nous devancent, qui ont déjà envie de venir. Parfois même, c'est même intrusif dans notre quotidien de plasticien. Bon, alors, ils nous appellent encore. Attendez, c'est pas la date. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et à chaque fois, je reprends ces tubes, mais ça va devenir une marque de fabrique, ce détournement d'un objet commun, d'un objet du quotidien. Oui, tout à fait. Généralement, pour des raisons pratiques, et puis ne pas non plus être dans la consommation ou l'hyperconsommation de matière, j'aime bien détourner les objets, trouver des choses qui soient du commun. C'est le cas, par exemple, pour « Je passe un peu vite ». Ça, vous connaissez. Voilà, ça par exemple, c'était un travail fait avec des bouteilles d'eau. Ça fait un peu loisir créatif comme ça quand on le voit. Mais les bouteilles d'eau, ça coûte rien. Et puis, on se pose toujours la question du recyclage. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on en a utilisé, je ne sais plus combien de milliers, pour faire des fleurs, un champ de fleurs lumineux qui était installé dans l'allée du bois de la Garenne. Et puis, pour l'anecdote, au bout d'une heure que ça avait commencé, les gens les arrachaient du sol et partaient avec. Ils disaient, attendez, vous êtes en train d'emmener la scénographie. Donc on courait après avec mon équipe et les gens disaient, mais c'est en libre service. Ben non. Voilà. Du coup, effectivement, plein d'objets comme ça détournés, parfois des matières très pauvres, parfois des choses plus rigolotes. Ça, par exemple, c'était des boules à neige. Donc on avait trouvé des boules à neige vides, on en a acheté je ne sais plus combien, et on a demandé aux enfants, aux personnes de les remplir d'une histoire à eux. Donc ils ont inscrit à l'intérieur un petit monde, un tout petit monde, et ce qui était intéressant, c'était de les réunir dans cette coupole, et puis chacun découvre l'univers de l'autre, un peu comme un ex-voto, une petite prière ou un petit mouvement. Voilà, donc... Des choses comme ça aussi, le regard sur la ville. Donc là, j'avais fait un dispositif avec des boîtes de conserve pour que les gens puissent dessiner leur vision de la ville à l'intérieur. Donc parfois, c'était des dessins, des photos, voilà, des petits montages. Et puis ensuite, c'était donné à découvrir Là, j'ai sauté une ligne. La nuit, ça s'allumait, ça permettait de voir en fait ces différentes propositions. Donc à chaque fois, il faut trouver des idées rigolotes comme ça pour que les gens puissent s'amuser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et comment justement cette scénographie finalement s'accroche à cet espace? Parce qu'on a parlé un peu des gens. Comment cette scénographie s'accroche à cet espace qui a été dessiné justement par Lotz et que nous a décrit, Benoît? Alors ça c'est génial puisqu'il y a un vrai génie du lieu ici. Il y a une architecture qui est hyper intéressante, qui est parfois pas facile à aborder. Donc effectivement, à chaque fois, je me raconte des histoires et j'envahis l'espace. Alors parfois, je le respecte complètement, cet espace. Je peux être vraiment en accord avec lui et être plutôt doux et surligner des choses ou simplement mettre en lumière un élément. Ou parfois, je suis en opposition, j'essaye d'être assez fort et d'amener des propositions qui le perturbent. Voilà. Par exemple, ça, c'est un travail d'action culturelle.
où les gens avaient fabriqué des espèces de marionnettes gris-gris, vaudou un peu, et on a investi un des chênes de l'allée centrale, où là on l'a vraiment magnifié, transformé, en essayant de respecter quand même sa nature. Là, il y a un autre projet qui ne s'est pas fait à Sotteville, mais je l'ai mis parce que c'est aussi intéressant. Quand on commence à bien connaître les villes, ça c'est la ville de Canteleu, où on travaille aussi beaucoup, on peut tenter des choses étonnantes. Là, c'était Cabaret d'un soir, donc il y a des grandes tours, et puis on a invité les habitants de la tour à vivre un temps de spectacle, de cabaret, le temps d'un soir. Donc on transformait complètement leur espace de vie quotidienne de hall pour en faire un endroit de spectacle. Alors justement, c'est bien que qu'on s'échappe un peu de Sotteville, parce que finalement, ces projets, ils s'accrochent à un espace public particulier, à une architecture particulière, et on l'a vu aussi avec tes projets participatifs, à une population particulière. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'utiliser ces outils et ces accroches sur un autre territoire? Est-ce que ça prend de la même façon? Non. Ou est-ce que finalement, chaque territoire nécessite une contextualisation particulière? Tout à fait. On pourrait s'imaginer qu'on a des recettes qui fonctionnent, et en fait, pas du tout. Ce qu'on fait à Sotteville est vraiment lié à l'histoire de la ville, et puis à son parcours, à son militantisme, au travail qui a pu être fait avec les populations, aussi bien dans les écoles et MJC. MJC très importante ici. Et effectivement, il y a un tel maillage, un tel réseau, que c'est très facile de venir... enfin, très facile, c'est assez simple de se connecter avec. Dans d'autres villes, où je vois par exemple Canteleu, où c'est vraiment une cité de reconstruction aussi, mais beaucoup plus dure, beaucoup plus socialement difficile, moins de mixité, là on a dû vraiment raconter une histoire forte pour avoir l'adhésion du public, et inventer vraiment une histoire avec des personnages qui se racontent depuis 15 ans autour d'une vieille légende locale. Donc effectivement, là, on y arrive, mais c'est beaucoup plus dur. Et puis surtout, généralement, ce qui est intéressant, c'est quand la ville fait le relais par rapport aux équipes artistiques. Quand l'équipe artistique arrive toute seule pour aller voir la population, c'est un temps, c'est un effort énorme qu'elle n'a pas forcément le temps de faire bien. Et effectivement, il faut arriver à trouver les connexions, c'est pas toujours évident. Ou alors, si c'est toujours au même endroit, les gens ont l'impression que c'est imposé, ils ne vont pas forcément adhérer de la plus belle manière. Alors après, on a eu l'occasion de travailler aussi à l'étranger. Bon, c'est vrai qu'on a une histoire assez longue. Les Plastiqueurs, ça a été créé en 97. Et donc, on est une équipe assez importante avec beaucoup de qualités différentes pour apprécier les publics et des pratiques aussi différentes. Là, par exemple, je pense au textile. Chez les Plastiqueurs, on a 2 personnes qui sont plutôt issues de la création textile. Bon, elles ont su développer des actions d'envahissement de la ville avec la population qui sont tout à fait intéressantes, où ça devient des toiles d'araignée, les gens viennent le faire, viennent nouer des liens, viennent se rencontrer autour de ces installations, et la ville change complètement le temps du festival. Voilà, donc effectivement, il faut vraiment une interface entre les équipes artistiques et la population pour que ça fonctionne bien. Ouais, il faut quelque chose qui infuse finalement, ouais. Et c'est peut-être la particularité ici à Sotteville, c'est qu'il y a une forme d'antériorité, des décennies en fait finalement d'habitudes qui ont été prises et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Et effectivement, les projets participatifs, comme on les appelle parfois même improprement, mais nécessitent comme ça effectivement de s'installer dans le temps. On ne peut pas les décréter du jour au lendemain. Vas-y, Benoît. Il y a quelque chose aussi que tu as fait avec tes équipes qui est assez important, c'est qu'il y a un travail d'éducation au regard, comme il y a eu un travail d'éducation aux spectateurs à travers les spectacles de théâtre de rue qui ont été donnés pour les premières fois, et que ce travail d'éducation au regard fait que petit à petit, par des projets de plus en plus audacieux ou de la récupération de matériaux complètement antinomiques par rapport à leur usage, fait que du coup la population et l'ancrage Sotteville est complètement populaire, a fait que on vient dans le Bois-des-Garennes voir les spectacles ou voir la scéno ou voir l'objet parce que c'est la fils, le petit-fils, le cousin, on récupère la bouteille. Comme on voit des spectacles de rue que personne n'irait voir tout de suite, mais sauf que le travail que Anne fait, l'atelier, toutes ses équipes font que du coup l'ensemble de tout ça
Donc le public va voir des choses, scénographie ou spectacle, ne sachant ce qui va se passer. Mais il va se passer quelque chose et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Le premier spectacle, un des premiers spectacles joués à Vivacité au tout début, c'était Générique Vapeur, les hommes bleus, là, les bidons, je ne sais plus comment ça s'appelait, Bivouac. Voilà, les gars tout bleus, peint en bleu, en slip, jetant des bidons à la tête des gens plus ou moins enflammés. Le lendemain matin, à la mairie, c'était pas l'émeute, mais ils ont fait peur à mon chien, mon tuya est cassé, la barrière a été abîmée, etc. quoi. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ça ne pose aucun souci, quoi. Aucun souci dans les formes d'expression proposées, que ce soit plastique ou artistique, quoi. Je pense qu'on va peut-être laisser un peu de temps aussi aux personnes peut-être de poser des questions à Fabrice et à Benoît. Et peut-être pendant que Rebecca fait passer le micro, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, notamment par rapport au travail de Karine Chevalier hier. C'est-à-dire que quand finalement on fait partie soi-même du spectacle, quand on fait partie de l'œuvre, finalement, elle est immédiatement appropriée. On a l'impression d'être dedans. Karine citait un verbatim d'un habitant hier qui disait s'il y a une œuvre qui se passe ici et si elle est belle, c'est peut-être que du coup nous aussi on est beau, quoi. Et on retrouve complètement cette idée-là. Des questions, Rebecca, peut-être Anne? Oui, moi c'est pas forcément une question, puis je vais laisser évidemment le temps pour les questions. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi. Alors évidemment, Fabrice a parlé de son travail, de toute cette histoire, Benoît aussi, et on sait qu'il y a eu pas mal de gens qui ont mené créé ce festival, de Daniel Andrieux et d'autres. Alors c'est vrai que moi quand je suis arrivée à la direction de l'atelier 231 et de Vivacité, bon déjà il fallait reprendre le flambeau face à une histoire comme ça, c'était quand même une gageure, mais en même temps, il y avait aussi tous ces gens qui avaient cette histoire-là de ce festival. Et là où je voulais intervenir, c'est que avec Fabrice, par exemple, sur ces histoires de scénographie, de ville et de comment on amène le public aussi à traverser la ville pendant le festival, aussi par ces appels scénographiques qui s'appuient sur la ville, l'architecture de la ville. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est fait la réflexion, l'axe Raspail, donc la rue Raspail, qui part de la place de l'Hôtel de Ville et qui arrive sur la rue Pierre-Corneille et vers l'atelier avant, était l'axe qui était emprunté naturellement par les festivaliers, alors que ce n'est pas forcément une rue des plus remarquables à Sotteville, mais en tous les cas, c'était l'axe qui était emprunté. Et on a petit à petit travaillé aussi avec Fabrice sur cet espace lot. Ça coïncidait aussi avec le fait que la ville souhaitait mettre en concertation cet espace et qu'il soit réapproprié par les habitants, parce qu'en fait, les habitants ne le traversaient plus. Étonnamment, alors que Benoît, tu as très bien décrit que c'était un espace fort de vie, de jeu pour tout un tas de générations, il y a eu un moment où cet espace, on ne le traversait plus, il s'était renfermé un peu sur lui-même, un petit peu recroquevillé. Et donc, la ville a souhaité aussi requalifier les espaces intérieurs, parce qu'évidemment, les cheminements commençaient à être un peu cabossés, un peu plus difficiles à emprunter, à vélo, etc. Et donc, nous, avec Vivacité, puis toute l'équipe du festival, et notamment Fabrice aussi, on s'est dit... tiens, on va créer la traversée de Lotz. On va réidentifier un cheminement. La ruée vers Lotz. La ruée vers Lotz, voilà. La ruée vers Lotz. Et c'était l'année où on célébrait aussi Marcel Duchamp et Dominique Jourdan, qui est derrière moi, qui est coordonnateur du Festival Vivacité, notamment, et entre autres, nous avait dit un Marcel peut en cacher un autre, puisqu'on était sur Marcel Duchamp et Marcel Lotz. Mais en gros, cette ruée vers Lotz, c'était l'idée aussi que, on l'a bien vu, Benoît, tu l'expliquais, ce déplacement du cœur de ville qui a permis à Sotteville de devenir une ville et non pas une banlieue, ça c'est Daniel Andrieux qui le disait souvent, qui va du Bois de la Garenne et encore au-dessus le CHBP, en passant par la place de l'Hôtel de Ville, l'espace Lotz et jusqu'à l'atelier 231. On a cette espèce de grande ligne centrale du festival, même si le festival va ailleurs, partout dans la ville, notamment avec les déambulations et d'autres projets. Il y a ce cœur du festival et on a voulu vraiment réinviter les gens à passer par l'espace Marcel Lotz. Et donc ça s'est fait avec des propositions aussi de Fabrice d'une entrée, d'un appel fort scénographique avec ces portes très visibles au niveau de multifruits. Je ne sais pas si vous voyez là l'entrée. C'est l'image qu'a montrée Benoît. Voilà, cette entrée-là,
une entrée-sortie en fait. C'est-à-dire que les gens peuvent le traverser dans un sens en venant du bois de la Garenne de l'Hôtel de Ville vers l'atelier et en venant de l'atelier vers le festival. Et puis après, évidemment, tout ce cheminement scénographique au milieu. Et ce qui est étonnant, hein, c'est que je pense qu'on a vraiment cette habitude de traverser la ville par lots pendant le festival. C'est prolongé, c'est-à-dire que maintenant, on voit bien que les gens retraversent beaucoup plus cet espace-là. Voilà, je voulais juste amener ce témoignage. Ouais, c'est pas mal. Oui, bonjour, Fabienne Kemener, je me présenterai Enchanté. après puisque j'interviens après. Non, j'avais juste envie de réagir parce que ça termine sur cette image et que cette image, pour moi, elle est importante aussi dans le travail des plastiqueurs. C'est qu'on a vécu ensemble justement ce moment-là à Ouagadougou et j'avais trouvé ça très intéressant dans le processus parce qu'en fait, tu peux peut-être montrer le totem avant. Alors, en fait, les plastiqueurs avaient regardé sur Internet avant d'aller à Ouagadougou, où on était sur un festival, rendez-vous chez nous, sur la place de la Femme. Et en fait, ils avaient vu qu'il y avait des bassines et beaucoup d'ustensiles de cuisine en plastique qui étaient très beaux pour justement faire des installations lumineuses. Et en fait, quand tu es arrivé sur Ouagadougou au marché et que tu es allé acheter sur place en fait toute cette vaisselle, tout à coup, tu t'es retrouvé avec ta vaisselle toute neuve sur la place de la Femme en te disant mais j'arrive avec de la vaisselle toute neuve dans un endroit où c'est vraiment des ustensiles, etc. Mais en fait, là, c'est pas possible. Ma posture ne va pas du tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une invitation à ce que toutes les personnes de cette place amènent leur vaisselle usagée et en échange, il donnait une vaisselle neuve. Et à partir de là, il se sentait en mesure de détruire parce que tu perçais cette vaisselle. Et donc, du coup, ça a créé un espèce de mouvement sur la place incroyable où en une seconde, la rumeur s'est répandue partout et tout le monde est venu avec sa vaisselle usagée et ça a donné une ambiance incroyable sur la place. Et donc, les œuvres ont été construites à partir de ça et de ce moment-là qui, pour moi, reste aussi imprimé dans aussi ce qui s'est passé, cet événement qui s'est créé autour de ce mobilier. Et je trouve ça super important parce que c'est aussi comment savoir avoir une idée d'un plasticien, d'un scénographe, etc. Savoir à l'ajuster, savoir être juste par rapport à l'endroit où on est, par rapport à comment est-ce qu'on fait une proposition contextualisée et qu'on fait, voilà, on est juste par rapport à ça. Et ça me renvoie à quelque chose que tu disais, Thomas, et qui pourrait être aussi parfois les arts plastiques et le spectacle vivant s'opposent parce qu'il y en a qui disent il faut que quelque chose soit pérenne et une trace pour que ça ait une valeur artistique, et d'autres qui disent oui, mais le récit, c'est important. Et là, en l'occurrence, on avait vraiment les deux. Et je pense que c'est ça qui me... Enfin, ça, c'est un moment, voilà, pas très Sottevillais, mais qui m'a beaucoup marqué. mais en même temps, Sottevillais, parce qu'après, on a installé ces totems à Sotteville. Donc, il y a eu un retour de voyage. N'hésitez pas, hein, vous avez peut-être une remarque, une question que vous n'osez pas poser, et pourtant, toutes sont justes. Alors là, c'est une question que j'adresse plutôt à Benoît, Olivier. Je me suis Benoît, excusez-moi. D'un point de vue historique, l'arrivée des Anglais à Sotteville pour lancer la production de chemin de fer au niveau des rails et des locomotives, j'imagine, c'est 1840. Oui, c'est ça, oui. C'est donc 20-25 ans après la bataille de Waterloo. Non, mais c'est un signe fort de réconciliation franco-britannique, j'imagine. Et je voulais savoir juste si ce sont les Anglais qui envahissent le territoire ou ils sont appelés par quelqu'un de Sotteville. Pourquoi ils choisissent Sotteville? C'est intéressant. C'est assez pragmatique, hein. C'est juste parce que la capacité française de produire des chemins de fer n'est pas possible. On sort de guerre d'empire et que du coup ce sont les ingénieurs anglais qui sont juste plus forts, quoi. Et la situation géographique de la Seine-Maritime, de la Normandie, de Rouen
les machines arrivent au Havre, elles remontent par la Seine, elles s'arrêtent à Rouen. La ligne Paris-Rouen s'impose parce que c'est 1h30 de Paris. C'est le premier port maritime de Paris pour les denrées, c'est Rouen et le Havre, enfin en tout cas tout l'estuaire. Donc il y a un côté pragmatique, enfin après c'est pas du tout ma spécialité, mais il y a un côté pragmatique à faire en sorte que les choses se passent là et plutôt ici parce qu'il y a de l'espace, c'est pas loin de la Seine, c'est pas loin de Rouen. La première usine de Budicom de chemin de fer, les Anglais sont gourés, et c'est à Petit-Quevilly, un petit peu plus haut, mais là du coup compliqué pour faire monter les machines de la Seine vers Petit-Quevilly, ensuite pour les redescendre vers le Tri, enfin voilà, vers cet endroit-là. Donc rapidement l'endroit des Chartreux, là, qu'on connaît bien ici, a été déménagé pour en faire un espace ici beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, quoi. Je pense qu'il y a un côté plus pragmatique que politique, et vu comment les Anglais aussi sont comportés en étant assez maîtres chez eux tout de suite, ont fait qu'ils ont réussi quand même à se mettre à dos la population en moins de 20 ans. Pas parce qu'ils étaient anglais, parce qu'ils le méritent un peu des fois, mais ils sont un peu rudes. Ils sont un peu rudes au niveau hiérarchique. Je pense. Oui, oui. Puis ils étaient là pour faire des sous. Budicom logeait dans le château des Marettes, donc qui était le château anciennement du vicomte du coin sur la place de la mairie. Voilà, c'était des procédés industriels forts, dominateurs, classiques, quoi. Voilà, sauf que effectivement, ça a duré jusqu'en 1880-85 où les choses se sont un petit peu plus étiolées, quoi. Alors, en sachant aussi que du coup, cette influence anglaise en Seine-Maritime, on va la retrouver dans beaucoup de domaines. Culturels, sportifs. Oui, les premiers grands clubs sportifs de foot, de rugby, d'Aveyron vont s'installer en Seine-Maritime. Oui. L'industrie ferroviaire était importante à Rouen et au Havre, mais surtout textile. C'était la première, avant même que ça soit le train. Et le train était aussi pour amener des marchandises et faire partir les marchandises textiles qui étaient produites en grand nombre sur les noms. Il y avait, je pense, un côté assez pragmatique à faire du blé sur le dos des gens, hein, tout simplement. Enfin, des gens, voilà, normal. Soyons clairs. Très bien. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose une petite pause. On part comme ça. Merci à vous trois pour ce retour d'expérience locale et qui est extrêmement instructif sur comment, justement, l'art, par le travail sur le patrimoine, vient transformer également les flux d'occupation de la ville. C'est extrêmement intéressant. Merci à vous trois. Petite pause. On se retrouve dans 15 minutes pour la deuxième partie de cette discussion sur le patrimoine.